Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de revenir à la base. Je voudrais vous expliquer par quoi vous devez absolument commencer votre management. Je vois trop de managers aujourd'hui qui compliquent les choses ou qui sont complètement paumés dans un ensemble d'injonctions différentes les unes des autres. Ils essayent à la fois de contenter leurs collaborateurs, de rendre des comptes à leur direction, d'obtenir de la performance, tout en faisant de la bienveillance, en appliquant les méthodes agiles, l'entreprise libérée, etc., etc. Moi, je vais vous dire, le management, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, j'ai jamais rencontré un manager qui m'ait dit « Moi, ce que je veux, c'est une équipe où l'ambiance est pourrie, des rapports tendus avec ma direction et un emploi du temps que j'arrive pas à maîtriser. » Et pourtant, bizarrement, c'est ce qu'on obtient quand on ne revient pas à l'essentiel. Alors, la première chose, la chose la plus importante que vous devez comprendre et que vous devez garder à l'esprit si vous voulez rester un bon manager, c'est qu'on attend de vous deux choses et seulement deux choses. La première chose, ce sont des résultats et la deuxième chose, c'est de la rétention. C'est les deux R du management. Des résultats, c'est-à-dire qu'on veut que votre équipe soit performante, mais on ne veut pas que vous obteniez ces résultats à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on demande de vous aussi de la rétention. Alors c'est pas un beau mot la rétention, moi je préfère dire fidélisation, mais voilà, ça faisait pas les deux R du management. Mais qu'est-ce que c'est que la fidélisation? Ça veut dire déjà que vous n'épuisez pas votre équipe, c'est-à-dire que la performance n'a pas pour coup de faire partir les personnes ou de générer de l'absentéisme, mais ça veut dire aussi que vous allez les faire participer à cette performance. Donc, ces deux R, ces deux choses-là, si vous les gardez à l'esprit en permanence, vous serez meilleur que 80% des managers que je connais. Et à chaque fois que vous allez vous éloigner de ça pour essayer un nouveau concept ou quelque chose qui n'est pas directement relié à l'une de ces deux choses-là, vous allez vous perdre. Et là, vous vous dites, Cédric, t'es sympa, mais la question, c'est pas ça. On le sait qu'on doit obtenir des résultats et de la rétention. La vraie question, c'est comment on fait. Et là, je dois dire que vous n'êtes pas aidé. En fait, on vous a fait un cadeau empoisonné. Votre entreprise vous a fait un cadeau empoisonné. Elle voulait bien faire, mais elle vous a donné quelque chose que vous allez devoir ne pas utiliser. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le pouvoir hiérarchique. Vous savez, une entreprise, pour symboliser votre poste de manager, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a donné un rang hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez votre petit nom avec votre petite fonction écrit sur votre carte de visite, vous avez votre place dans l'organigramme, et ça veut dire aux yeux de tout le monde que vous avez du pouvoir sur les autres, c'est-à-dire le pouvoir de les sanctionner. Et donc, logiquement, on se dit, pour obtenir de la performance et de la rétention, je vais pouvoir contraindre les gens, puis les récompenser quand ils font des bonnes choses. C'est ça mon pouvoir de manager, et quelque part, c'est vrai, c'est votre pouvoir tel que l'entreprise l'a défini. Le problème, c'est que cette forme de pouvoir-là, c'est celle qu'il ne faut surtout pas utiliser si vous êtes un manager. Pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est le pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Plus vous aurez besoin de dire « Non mais là, tu vas m'obéir parce que c'est moi le patron », plus vous direz ça, moins on vous croira. En plus, vous savez que les jeunes générations sont de moins en moins sensibles à ce genre de remarques. La deuxième chose, c'est que c'est un pouvoir qui tue la créativité. En fait, je ne veux pas dire que c'est un pouvoir qui génère de l'absentéisme, mais il génère un petit peu de l'absentéisme de la tête. C'est-à-dire que, à force de leur donner les ordres, et donc de ne pas leur demander de réfléchir, vos collaborateurs vont s'adapter. C'est-à-dire qu'ils vont être présents de corps, mais pas présents d'esprit. J'appelle ça de l'absentéisme virtuel. Et vous allez rapidement vous retrouver à la tête d'une armée de zombies ou d'exécutants purs et simples, ce qui est la même chose. Donc, le pouvoir hiérarchique, vous oubliez, c'est comme la menace nucléaire, ça existe, tout le monde sait que vous avez du pouvoir, tout le monde sait que vous pouvez virer tout le monde quand vous voulez, mais ne l'utilisez pas. Et il y a un bonus, moins vous utilisez ce pouvoir-là, plus on vous respectera. Et là, donc, vous allez me dire, oui, donc Cédric, en fait, ta solution, en tant que manager, c'est de rien faire, c'est-à-dire de rien imposer, de rien conseiller, de rien faire. Évidemment que c'est pas ça ma solution. Vous êtes là pour obtenir des résultats et de la rétention. Alors, comment on va faire? En fait, vous allez utiliser une autre forme de pouvoir, une forme de pouvoir qui n'est pas contraignante, mais qui permet quand même d'influencer les gens. Et en fait, cette forme de pouvoir, ça va être la qualité de la relation que vous allez développer avec vos collaborateurs. Alors, je sais qu'il y a déjà certains d'entre vous qui vous dites « mais ça, c'est pas mon truc, j'ai jamais été doué en communication, je vous demande juste de m'écouter ». Qu'est-ce qu'on remarque chez un très bon manager? La première chose qu'on remarque,
c'est la qualité de la relation qu'il a avec chacun de ses collaborateurs. Cette relation, elle est personnelle, professionnelle et individualisée. Personnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement en train de regarder ses collaborateurs comme des CV ambulants ou des fiches de poste ambulantes. Il les connaît en profondeur, il connaît même un petit peu leur vie personnelle. Ensuite, c'est une relation qui est professionnelle, c'est-à-dire que cette connaissance personnelle de la personne, elle ne lui sert pas à être pote avec eux. Elle lui sert simplement à les mettre en situation de réussir et de performer. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils ont une relation individualisée avec eux. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne vont pas vous parler de leur équipe, parce qu'en fait, pour eux, leur équipe, c'est pas une équipe. Pour eux, leur équipe, c'est un ensemble de personnes, chacune différente les unes des autres. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, et je vais faire appel à votre bon sens et à vos souvenirs. Je ne sais pas si vous êtes issu d'une fratrie nombreuse, mais si vous aviez des frères et sœurs, est-ce que vous préfériez que vos parents s'adressent à vous en disant « les enfants » ou est-ce que vous préfériez quand votre papa ou votre maman s'adressait à vous en tant qu'individu unique ? Première chose. Ensuite, à l'école, est-ce que vous préfériez le prof qui débitait son cours comme une machine, toujours au même rythme, quel que soit le public qu'il avait en face de lui, ou est-ce que vous préfériez le prof qui vous appelait par votre prénom, qui s'intéressait à vous, etc. Et dans votre expérience professionnelle, est-ce que vous préférez travailler pour une entreprise qui gère de manière froide, avec un système de command and control, avec des procédures, et pour qui vous êtes uniquement une fiche de poste, ou est-ce que vous préférez avoir un patron qui vous écoute et qui vous considère comme un individu intéressant à part entière? Je pense que vous avez la réponse. Et si vous n'avez pas la réponse, j'ai fait le test moi-même. C'est-à-dire que on m'a demandé d'animer le séminaire de fin d'année d'une entreprise cliente. Moi, habituellement, j'interviens sur des managers. Et là, j'avais toute l'équipe en face de moi, donc des managers et des non-managers. J'en ai profité pour faire un tour de table. Je leur ai demandé pourquoi ils restaient dans cette entreprise depuis aussi longtemps, puisque c'est une entreprise de haute technologie qui avait un très faible turnover. Et en fait, ils m'ont expliqué, quasiment à 100%, que la seule chose, ou la chose la plus importante qui faisait qu'ils restaient dans cette entreprise, c'était la relation individuels qui avaient été tissés avec leur manager grâce à un outil dont je vais vous parler bientôt qui s'appelle le 1 à 1. C'est-à-dire que dans les autres entreprises, ils avaient des challenges, ils avaient des méthodes agiles, ils avaient du Scrum, etc. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en fait, on les considérait comme un groupe. C'est-à-dire qu'on les considérait comme un ensemble de compétences et d'expertise, certes très rares sur le marché, mais on ne les considérait pas, eux, en tant que personne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour où il y a eu un poste plus intéressant financièrement, ils n'ont pas eu d'état d'âme non plus, et ils ont quitté cette entreprise. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de cette nécessité impérieuse en management, avant toute autre chose, de développer une relation personnelle et individuelle avec chacun de vos collaborateurs. Maintenant, la question, évidemment, c'est comment on fait ? En termes de confiance, il n'y a pas 36 solutions. Moi, j'aime bien comparer la confiance à un compte en banque. Vous ne pouvez pas travailler à découvert. C'est-à-dire qu'avant de demander des choses à vos collaborateurs, il va falloir que vous alimentiez le compte de confiance. Et comment on fait pour développer la confiance avec quelqu'un ? Comment on fait pour développer cette relation ? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut lui donner votre plus grande richesse. Votre plus grande richesse, c'est la chose qu'on a tous à part égale dans le monde. C'est quelque chose que vous n'avez pas en réserve parce qu'il n'est pas stockable. Et cette richesse, ça s'appelle le temps. Alors vous allez me dire, ça tombe mal parce que justement le temps, c'est ce dont je manque. Et je le sais, il y a quelques années, j'ai fait une enquête auprès de 450 managers. La première question, c'était « Quel est votre plus gros problème professionnel ?» Et la réponse, dans une très grande majorité, ça a été le manque de temps. Donc je sais que vous manquez de temps. Donc, on va regarder comment on peut donner du temps sans en dépenser trop. Et la seule solution de faire ça, c'est de ne pas donner du temps quantitatif, c'est donner du temps qualitatif. En fait, il y a deux choses qui vont rendre le temps qualitatif. La première chose, c'est la focalisation. Pourquoi est-ce que la focalisation augmente la valeur du temps que vous allez donner ? C'est parce que c'est quelque chose qui est assez rare dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on est dans la société du flux. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On est bombardé en permanence d'informations. On n'arrête pas de changer d'un sujet à l'autre. On est interrompu en permanence, etc., etc. Je ne vais pas y revenir. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à votre collaborateur une demi-heure par semaine. Ça s'appelle un 1 à 1. Une demi-heure par semaine avec lui, dans un bureau,
fermé, en face à face, avec personne pour vous interrompre, et surtout, sans vos mails, sans vos écrans et sans vos SMS. Et là, vous allez avoir une qualité du temps passé qui est beaucoup plus importante que le temps que vous passez habituellement avec vos collaborateurs. Et vous allez être complètement concentré sur votre collaborateur et à sa disposition. Ça va être son entretien. Il n'y aura pas d'ordre du jour. Donc il va exister complètement pour vous. C'est ça le temps focalisé. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous allez lui promettre que ça va se reproduire chaque semaine. C'est-à-dire que vous allez programmer avec lui dans vos agendas respectifs cette demi-heure qui commence maintenant et qui ne s'arrête jamais, qui s'arrêtera à la fin de votre vie professionnelle s'il y en a une. Et ça donne beaucoup de valeur au temps que vous donnez. C'est complètement différent que de dire à votre collaborateur « Ouais, bon, ok, on se voit une demi-heure pour régler ce problème parce que j'ai d'autres choses à faire. » C'est pas du tout ce que vous lui dites. Là, vous lui dites « Je réserve pour tout le reste de notre vie professionnelle commune une demi-heure par semaine pour faire le point, développer notre relation, etc. » Et c'est comme ça que vous allez donner du temps concentré. Alors, je sais, vous allez me dire « Oui, mais quand même, ça fait beaucoup. J'ai plusieurs collaborateurs, une demi-heure par semaine. Par exemple, si j'en ai 8, ça fait 4 heures par semaine. C'est une demi-journée. » Et moi, je vous réponds « Oui, c'est une demi-journée. Donc, c'est 10% de votre temps. Et c'est ce qui vous permet d'avoir un bon salaire de manager et le titre de manager. » Et puis, je vous réponds une autre chose. Ce qui est important, c'est pas tellement le temps que vous allez passer. C'est le temps que vous allez donner à votre collaborateur. C'est-à-dire que, vu de son côté, vous allez passer au cours de l'année 3,5 jours. C'est-à-dire qu'une demi-heure par semaine, ça fait un peu moins de 3,5 jours par an. Si vous n'êtes pas capable de donner 3,5 jours par an de votre temps à vos collaborateurs, je ne suis pas sûr que vous soyez le manager qu'ils attendaient. Mais je vais aller plus loin. Ce temps, en fait, ce n'est pas du temps dépensé, c'est du temps investi. Et vous allez avoir un retour très rapide. C'est-à-dire que déjà, votre collaborateur, il saura que vous allez vous voir au maximum dans 5 jours ouvrés. Donc il va beaucoup moins vous déranger. Il va concentrer ses questions. C'est du temps focalisé, c'est du temps concentré. Ensuite, vous allez rapidement voir que cet entretien, il permet de développer l'autonomie de vos collaborateurs. C'est-à-dire que sachant qu'ils vont vous voir régulièrement et sachant à l'avance quand ils vont vous voir, ils vont être beaucoup plus autonomes dans leur quotidien. Et ça, c'est que les effets du début. C'est-à-dire que ce 1 à 1 que vous aurez mis en place, cette réunion que vous aurez mis en place, ça va être la base, ça va être le socle de votre management pour toutes les années à venir. Ensuite, ça va vous permettre, parce que cet entretien va évoluer, de développer les performances de vos collaborateurs, parce que c'est là que vous ferez vos feedbacks. Ça va vous permettre de développer leur autonomie, parce que c'est à ce moment-là que vous allez les inciter à être de plus en plus autonomes, et vous aurez aussi pris confiance en eux, donc ce sera plus simple. Ça va vous permettre de développer la délégation, c'est-à-dire leur faire de plus en plus de choses intéressantes. Ça augmente à la fois le résultat et la rétention, et puis ça va vous permettre de les faire monter en compétences. Donc vous voyez, ce 1 à 1, c'est le socle de votre management, c'est ce par quoi vous devez absolument commencer votre management. J'espère que je vous ai convaincu. Si ça vous dit de tenter l'expérience, ce que je vous propose, c'est de télécharger mon livre. Je ne vous le vends pas, il est gratuit. Il vous explique exactement comment fonctionne le 1 à 1. Il suffit de cliquer sur le lien en description. À bientôt.